Dans le grand théâtre de l'histoire, certaines idées résonnent avec une force singulière, traversant les âges pour nous interpeller aujourd'hui. Parmi elles, le jugement des nations, une notion ancienne qui trouve une résonance surprenante dans notre monde contemporain. Loin d'être une simple prophétie apocalyptique, ce concept nous invite à une profonde introspection sur nos valeurs, nos actions et notre responsabilité collective. Mais que signifie réellement ce jugement à l'ère de la mondialisation et des défis planétaires ? Au-delà des interprétations religieuses, il s'agit d'une puissante métaphore sur la manière dont les sociétés sont évaluées, non pas par une divinité lointaine, mais par le tribunal de l'histoire et de la conscience humaine. À l'origine, le jugement des nations est un thème puissant que l'on retrouve dans les textes bibliques, notamment dans l'évangile de Matthieu. La parabole est saisissante. Les nations sont rassemblées et jugées sur la base de leurs actions envers les plus vulnérables. Avons-nous nourri ceux qui avaient faim, accueilli l'étranger, vêtu celui qui était nu? Cette vision ne se limitait pas à une eschatologie, mais établissait un critère moral universel pour la conduite des peuples. Le jugement ne portait pas sur la foi ou les rituels, mais sur la compassion, la solidarité et la justice active. C'est un appel à reconnaître l'humanité en chaque individu, particulièrement chez ceux que la société marginalise. Aujourd'hui, ce jugement prend une forme nouvelle et imminente. Les défis contemporains que nous affrontons sont les nouvelles épreuves par lesquelles notre civilisation est jugée. La crise écologique, par exemple, n'est-elle pas un jugement sur notre gestion collective de la planète, notre maison commune? L'augmentation des inégalités sociales et les crises migratoires posent la question de notre capacité à incarner la justice et l'hospitalité à grande échelle. Chaque rapport scientifique sur le climat, chaque statistique sur la pauvreté, chaque image de réfugiés en quête de sécurité agit comme un miroir, reflétant la mesure de notre humanité. Le jugement des nations se déroule ici et maintenant, dans nos choix politiques, économiques et sociaux. Cette perspective nous place face à une responsabilité cruciale. L'idée d'un jugement n'est pas une condamnation finale, mais un appel urgent à la réflexion et à l'action. Il s'agit de comprendre que nos décisions d'aujourd'hui dessinent les contours du monde de demain. Serons-nous la génération qui a regardé ailleurs, ou celle qui a eu le courage de répondre aux besoins des plus faibles et de préserver l'avenir? L'héritage que nous laisserons aux futures générations dépend de notre capacité à transformer cette prise de conscience en un engagement concret pour un monde plus juste et durable. En fin de compte, le véritable jugement est celui que nous portons sur nous-mêmes, à travers les actes qui définiront notre passage dans l'histoire. Dans les annales silencieuses du temps, où les récits des civilisations s'écrivent et s'effacent, se trouve l'histoire d'une ville qui pourrait être la nôtre. Une métropole tissée de verre et d'acier, baptisée Écho, où la prospérité semblait couler à flot. Chaque quartier, une île de certitude, vivait au rythme de ses propres ambitions, sourd aux murmures lointains de ses voisins. Dans cette symphonie urbaine, l'opulence des uns se construisait sur une ignorance volontaire, croyant que les frontières invisibles des districts les protégeaient des conséquences de leurs actes. La ville, dans son ensemble, avançait sans se retourner, laissant derrière elle une ombre grandissante. En amont, là où les rivières prenaient leur source, les quartiers les plus riches puisaient sans compter dans les veines de la terre. Leurs industries florissantes et leurs jardins luxuriants rejetaient leur surplus dans les eaux vives, un poison lent et discret. Pour eux, la rivière n'était qu'un conduit, un moyen pratique d'évacuer ce qui était devenu inutile. Ils oubliaient que ce cours d'eau était aussi la ligne de vie des quartiers en aval, les jardins oubliés de la cité. Ils pensaient que l'abondance était un droit éternel et que les échos de leurs actions se perdraient dans le courant avant d'atteindre les autres. Mais les échos ne meurent jamais, ils reviennent. En aval, la disette s'installa, silencieuse d'abord, puis assourdissante. Les eaux, autrefois claires, devinrent troubles, les récoltes se firent rares, et la soif commença à tourmenter les habitants. La pénurie engendra la peur, puis la colère. Des tensions éclatèrent entre des voisins qui, la veille encore, partageaient le peu qu'ils avaient. Les rues se remplirent de murmures accusateurs et de regards méfiants. Le tissu social déjà fragile se déchira, et la ville entière commença à trembler sous le poids de ses propres divisions. Ce fut alors, face à l'imminence de l'effondrement, que les habitants levèrent les yeux.
Dans le reflet terne des rivières polluées et des visages creusés par la faim, ils virent non pas un jugement divin, mais le miroir de leur propre négligence. Ils comprirent que le ciel ne punissait pas, il ne faisait que refléter l'état du monde qu'ils avaient eux-mêmes façonné. La crise n'était pas une fatalité tombée des nues, mais la conséquence directe, l'écho inévitable de milliers de petites décisions égoïstes. La destinée de chaque quartier était inextricablement liée à celle de la ville tout entière. Une prise de conscience collective, fragile mais puissante, émergea des ruines de leur arrogance. Un appel à la réconciliation résonna des quartiers les plus pauvres aux plus riches. Ils comprirent qu'il fallait cesser de se battre pour les restes et commencer à cultiver ensemble. De nouvelles lois furent écrites, non plus sur du papier, mais dans les cœurs, fondées sur la responsabilité partagée et le respect du bien commun. La moisson ne serait plus individuelle mais collective, car ils avaient appris, dans la douleur, que l'on ne récolte que ce que l'on sème ensemble. Et ainsi, Echo commença à reconstruire, non pas avec des briques, mais avec la promesse d'un avenir partagé. Bienvenue dans la cité des destins croisés, une métropole futuriste où chaque quartier est une nation à part entière, avec ses propres valeurs, ses propres ressources, son propre avenir. Des tours scintillantes du district technologique aux plaines verdoyantes des territoires agricoles, ces mondes coexistent, reliés par des flux invisibles de commerce, de culture et de pouvoir. Mais sous cette surface d'harmonie apparente, une question fondamentale demeure. Votre action influencera-t-elle le destin de tous? Aujourd'hui, ce destin est entre vos mains. Nous voici au bord de la rivière de la prospérité, source de vie et d'énergie pour toute la cité. En amont, les quartiers industriels tournent à plein régime, alimentant la croissance et l'innovation. Mais cette exploitation intensive a un coût. Le choix vous appartient. Les industries doivent-elles maximiser leurs profits maintenant, quitte à épuiser la source pour les générations futures? Ou doivent-elles adopter des pratiques durables, assurant une prospérité partagée? Choisissez la voie du profit immédiat, et vous verrez les lumières du quartier d'amont briller plus fort que jamais. Tandis qu'en aval, les premières images de pénurie apparaissent. Les terres s'assèchent et l'inquiétude grandit. Optez pour la durabilité, et la croissance sera plus modérée, mais les images montreront une rivière dont les eaux coulent généreusement pour tous, un équilibre préservé et un avenir sécurisé. Votre premier choix a été fait. Plus loin, le mur du silence se dresse. Un quartier entier est frappé par une catastrophe, conséquence directe des déséquilibres passés. Les eaux montent, menaçant d'engloutir habitation et espoir. Face à cette tragédie, les autres quartiers doivent prendre une décision cruciale. Faut-il intervenir dans un élan de solidarité, partager les ressources et accueillir les déplacés? Ou faut-il se barricader, protéger ses propres frontières et laisser le quartier sinistré à son sort? Décidez l'isolement, et vous assisterez à l'effondrement d'une communauté, déclenchant une vague de migration chaotique et une instabilité qui se propagera inévitablement aux frontières voisines. Choisissez l'entraide et vous verrez des scènes poignantes de collaboration et de reconstruction, mais aussi le lourd tribut payé par les quartiers aidants, qui doivent consentir à des sacrifices financiers et logistiques pour le bien commun. La cité porte désormais la marque de votre compassion ou de votre prudence. Les crises s'accumulent, les tensions sont palpables. Il est temps pour le grand forum, une assemblée où les leaders de chaque quartier se réunissent pour décider de l'avenir de la cité. Deux visions s'opposent radicalement. Faut-il forger une alliance contraignante, un pacte où chaque quartier cède une part de sa souveraineté pour garantir la survie collective et une gestion coordonnée des ressources? Ou faut-il préserver l'autonomie absolue de chacun, où chaque nation reste seule maître de son destin, pour le meilleur et pour le pire? Votez pour la désunion, et les images vous montreront une escalade des tensions, des frontières qui se ferment, et une fragmentation menant à des conflits latents. Soutenez l'unité, et vous assisterez à l'aube d'une nouvelle ère de coopération. Un projet ambitieux mais semé d'embûches, où les défis de l'intégration et les compromis difficiles définiront le quotidien. Voici le jugement final. Regardez la cité. Elle est devenue le reflet de vos choix. Une mosaïque complexe de prospérité et de déclin, d'unité et de division. Chaque décision que vous avez prise, de la gestion d'une rivière à la réponse à une crise, a tissé la trame de ce présent.
La question n'est plus de savoir si une seule action peut tout changer, mais de reconnaître comment chaque choix individuel contribue au verdict collectif. Cette cité est votre héritage, votre responsabilité. Et maintenant, son destin est scellé.